Changer. Bon, ouais. Bon, c'est bon, je pense que c'est parti. Non, arrêtez, c'est bon, c'est parti. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on est en direct. Donc, bonjour à tous. Depuis la semaine dernière, écoutez, euh, le confinement est toujours là, hein, vous avez remarqué, on n'est pas sorti de l'auberge. Il ne faut pas rester euh, trop inquiet, trop déprimé. Je sais que ça prendra du temps, hein, ça c'est une évidence. Les informations vont quand même dans ce sens d'une poursuite du confinement pendant un moment, hein. Vous avez vu, le président a déjà plus ou moins fait comprendre qu'il y en aurait pour au moins 15 jours d'ici la fin avril. Donc ça fait encore un moment. Et puis, ça sera de toutes les façons un déconfinement qui sera partiel, voilà, suivant les régions, peut-être les situations professionnelles. Voilà. Sachant aussi que les gens qui ont été atteints et qui sont depuis plus de 14 jours traités, qui n'ont plus voilà, qui ont des anticorps, eux ne sont plus à risque non seulement de l'avoir, mais aussi de le transmettre. Donc, c'est des gens qui peuvent vivre à peu près normalement. Donc, il faut quand même avoir cette notion, hein, que la, que le Covid est un maladie qui aujourd'hui libère un certain nombre de personnes de la crainte de l'avoir ou de le transmettre. Le problème, surtout, c'est de le transmettre aussi, hein. L'avoir, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui l'ont et qui n'ont pas trop d'inconvénients. Mais le transmettre, c'est évidemment toujours inquiétant parce que quand on l'a, il faut faire très attention à pas le passer à d'autres. Alors, je reviens un peu à notre Facebook Live. Une petite information ou deux. Ceux qui ont pu accéder, qui sont dans la région, ont pu accéder à un texte une interview que j'ai passée sur Sud-Ouest cette semaine, qui est c'est intéressant parce qu'elle est assez longue. Elle reprend un petit peu, alors en très résumé, hein, parce que c'est assez rapide, hein, sur une interview, mais ça reprend tout de même assez précisément toutes les notions un peu que j'avais pu vous donner ces derniers temps. Donc, je vous encourage à la lire si vous pouvez la lire. C'était le Sud-Ouest de lundi dans les pages bien-être santé. Pour une autre petite information, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent suivre un peu les actualités et puis mes interventions, je viens d'apprendre que je serai interviewé sur CNews par Patrick Morandini lundi matin, donc le lundi de Pâques, si j'ai bien compris, mais je suis sûr que c'est ça maintenant. Entre 11 heures et midi, une intervention de 5 à 7 minutes. Donc CNews lundi matin si vous êtes intéressé par l'émission. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont écrit, qui nous écrivent régulièrement et qui nous encouragent évidemment à animer cette émission hebdomadaire. Je voudrais remercier en particulier tous ceux qui ont fait des envois de peinture ou de bouquets de fleurs, toujours un peu pareil, là pour le bouquet de fleurs avec monsieur et madame Sardou, pardon, qui sont toujours très très motivés. J'ai également une madame, j'espère le dire bien, madame Vidolz, qui également nous fait des peintures, des dessins. Et je vous proposerai à la fin de la réunion de se motiver les uns les autres à faire des choses comme cela. Je vous donnerai une petite idée. Je vois un bouquet qui a été fait par Sophie Levieux ou un autre par La Chiotte Touloun ou Toutoun, je ne sais pas très bien si c'est ce nom-là. Voilà, en tout cas, beaucoup aussi écrivent en faisant part de leur réaction, de leur enthousiasme par rapport à ce réseau. Et puis, je sais aussi que la séance de relaxation qui a été menée par Marie-Christine cette semaine s'est très très bien déroulée, qu'elle a eu très bons échos. Donc, on va évidemment continuer à faire une fois par semaine une méthode un petit peu de ce type-là pour vous permettre également de bien vous détendre. Alors, et je pense que c'est important effectivement d'avoir de l'expérience, hein, dans
la méthodologie pour arriver à se détendre face à des angoisses et pour passer des moments comme cela. Alors, pour en revenir aussi à la question que je vous avais posée la semaine dernière, est-ce que vous préférez un Facebook Live sur une séance de relaxation, de méditation, de gestion de l'anxiété? La réponse est assez clairement pour l'anxiété. Hein, comment gérer l'anxiété? Donc, c'est quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui dans le cadre de ce Facebook Live. Alors, pour votre information tout de même, je me permets de vous rappeler quelques consignes qui me semblent très importantes à redire toutes les semaines. Première consigne, pas trop de télévision. Hein. Ne vous laissez pas trop envahir, ceux qui sont du moins peu anxieux, par le pessimisme, l'inquiétude, les tracas, les soucis multiples que nous assurent toutes ces émissions. Bon, sérieux, certes, le plus souvent, hein, bien sûr, avec des gens de qualité, mais quand même qui ne sont pas toujours très joyeuses et encourageantes. Donc, attention à ne pas vous laisser engouffrer dans ce découragement qui touche évidemment un peu tout le monde. Alors, ça, 20 minutes par jour de télévision, d'actualisation des informations, c'est tout à fait suffisant. Deuxième information, l'importance des rythmes de vie, de se coucher, de se lever à des horaires fixes, de se réveiller, de se lever, de s'habiller, de se nettoyer, de faire sa cuisine à des heures fixes, etc. Le rythme de vie est fondamental, car si vous perdez ça, vous risquez enfin, progressivement, peu à peu, hein, de perdre un peu votre équilibre et vous vous mettez indiscutablement en danger. Donc ça, c'est un point très important. Troisièmement, garder des contacts sociaux. Hein, vous conservez le téléphone très actif entre vous et les autres avec la préparation de vos appels téléphoniques, les messages à faire passer, et puis peut-être faire des projets avec les uns ou avec les autres, et peut-être même faire des actions en commun pendant cette période de confinement qui ne nous empêche pas de réfléchir, de partager et d'avancer sur nos idées. Je voudrais également vous donner une petite information pour ceux qui seraient victimes de violences à titre personnel ou pour des gens que vous connaissez ou pour des enfants. Alors, je vous donne quand même ça, c'est important. Vous avez des numéros qui vous permettent d'appeler à l'aide en cas de difficulté. Eh bien, pour les violences conjugales, c'est 39 19. Et pour les violences de l'enfance, de l'enfant en danger, eh bien, c'est le 119. Voilà, donc 39 19 pour les violences conjugales et 119 pour les violences de l'enfant. Alors, je vais maintenant, si vous le voulez bien, passer un peu à la thématique d'aujourd'hui, à savoir l'anxiété. L'anxiété, c'est tout d'abord quelque chose de physiologique. Hein. Vous retenez ce mot physiologique, ça veut dire normal. On est tous anxieux. Claude Bernard disait, on ne peut pas vivre sans anxiété. Si vous n'êtes pas anxieux, vous ne pouvez pas vivre, parce que finalement, vous vous laissez mourir. Vous n'avez aucune raison de faire des choses. Il faut avoir peur, il faut sentir un danger pour pouvoir se mettre en action. Hein. Donc l'anxiété est normale, elle est physiologique. Après, l'anxiété, je dirais même un peu gênante, elle est physiologique. C'est-à-dire, de temps en temps, se sentir un peu tendu, un peu inquiet, avoir des pensées un petit peu noires, voilà, de l'inquiétude, c'est tout à fait normal. Ça fait souvent partie du caractère des gens. Vous avez à peu près 30-35% des gens de la population générale, historiquement d'ailleurs, hein, Hippocrate l'avait déjà affirmé en décrivant 4 types de tempéraments, dont le tempérament bilieux, hein, qui était l'anxieux. Eh bien, on a à peu près un tiers des gens qui sont des anxieux, donc qui ont une nature à fabriquer plus facilement que d'autres de l'inquiétude. C'est pas toujours d'ailleurs un défaut, hein, ni un point négatif, puisque souvent les anxieux sont ceux qui ont le plus d'insertion, le plus de résultats, le plus d'activités, parce que cette anxiété les pousse, les amène à être tout le temps en réflexion et en action pour avancer et pour faire lever leur peur. Donc l'action, l'anxiété, tant qu'elle n'est pas inhibante, tant qu'elle n'est pas bloquante, elle est effectivement extrêmement efficace pour lever vos craintes et pour vous faire avancer beaucoup plus vite qu'on le ferait si on n'était pas dans ce processus d'anxiété. Donc, encore une fois, l'anxiété est quelque chose de banal et de normal. Après, évidemment, l'anxiété peut devenir un peu plus problématique. Elle l'est en particulier quand elle devient à peu près permanente, pas toujours permanente d'ailleurs, parce que je reviendrai sur cette notion de la permanence. Mais quand elle est donc permanente,
mais surtout quand elle est handicapante, c'est-à-dire qu'elle est vraiment gênante, c'est-à-dire qu'elle crée quelque chose qui fait qu'on n'est vraiment plus soi-même, hein, qu'on se sent vraiment dans un état de désordre, qu'on n'arrive plus à pouvoir être dans un état normal où on peut finalement avoir une vie normal, comme il le faudrait, enfin comme il le faut. On est gêné, on est gêné par des pensées, par des symptômes, on va en parler maintenant. Et le troisième critère, donc on l'a dit, hein, le critère de permanence, de handicap, et puis bien sûr également le critère de durée. Hein. C'est-à-dire si c'est une angoisse qui dure un quart d'heure toutes les semaines, on n'est pas dans une anxiété pathologique. Même si l'angoisse est un petit peu forte, c'est pas inquiétant. Là où ça devient évidemment plus inquiétant, c'est quand ça dure depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois évidemment. Mais là, le Covid, c'est un truc récent, donc on peut penser que le processus d'anxiété lié au Covid est un processus qui se met en route que depuis très peu de temps. Donc si ça dure depuis une semaine, que c'est à peu près tous les jours et que ça arrive plusieurs fois par jour avec des moments un peu gênants, handicapants, on se rapproche d'une anxiété un petit peu pathologique qui va nécessiter effectivement une certaine prise en charge. Alors, je vais un peu rentrer dans le détail de l'anxiété et vous dire que cette anxiété, elle va prendre des formes suivant les personnes, suivant les moments aussi, mais surtout suivant les personnes. Elle va prendre des formes qui vont être différentes. Elles vont être soit pour les uns plus tournées vers des formes de pensée, d'inquiétude, de tracasserie, un peu de péjoration. Le mot est un peu fort, c'est pas vraiment typique de l'anxiété. On est plus dans la dépression, dans la péjoration, mais un peu quand même, hein, une espèce de vision un peu douloureuse, un peu pénible, un peu inquiète, pessimiste, un peu quand même de l'avenir. Voilà. Surtout cette notion d'inquiétude et de tracas, hein, comme un filtre un peu qui viendrait noircir un peu la réalité des choses. Et puis, euh, et puis ce côté ruminant, hein, ruminatoire plutôt, hein, c'est plus joli, qui vous dit tout le temps la même chose, hein, qui fait que vous en sortez pas beaucoup, hein, et que il y a quand même une sorte de lutte, hein, contre cette pensée pour essayer de l'évacuer, pour qu'elle soit pas totalement envahissante. Il faut quand même effectivement faire attention à être dans une certaine légèreté psychologique par rapport à ça. Et puis, ça, c'est le côté plus intellectuel. Vous avez dans les formes enfin, le cerveau a deux modes d'expression, si on résume. Il a une forme d'expression qui est plus psychologique et intellectuelle et une forme d'expression qui est plus physique. Et donc, vous avez des anxieux qui ont une traduction de l'anxiété qui va être beaucoup plus centrée sur le corps, hein, avec des symptômes souvent tout à fait connus, hein, par exemple des palpitations, des tremblements, des nausées, des vertiges. Moi, j'ai une patiente actuellement qui a énormément de vertiges, très très impressionnant, et ces vertiges se sont arrêtés là au bout de 48 heures d'hospitalisation. Elle a plus de vertiges, mais elle ne se levait plus de son lit, hein, tellement elle était gênée. C'était une expression de ses émotions, de ce qu'on appelle le syndrome neurovégétatif, hein, c'est-à-dire le cerveau entraîne une sorte de réaction globale du corps par une voie, un système qui s'appelle le système parasympathique et qui entraîne tout comme ça des symptômes tout à fait atypiques. On ne voit pas le lien du tout entre l'angoisse et puis les nausées, les palpitations, les tremblements, les spasmes. Bon. Ce qu'on a aussi, donc, c'est beaucoup des troubles digestifs, hein, des troubles voilà, de la sphère digestive avec des nœuds abdominaux, des tensions abdominales, des ballonnements, voilà, des spasmes digestifs. Tout ça, c'est une gêne importante qui est procurée. Et puis, vous avez aussi fréquemment, dans la même sphère anatomique, vous avez les oppressions thoraciques, c'est-à-dire les difficultés respiratoires qui sont liées à l'anxiété, donc, et qui viennent du plexus solaire. Parce que vous avez votre cerveau, je vais montrer mon cerveau, voilà, et bien vous avez le cerveau qui est à ce niveau-là, et vous avez une chaîne neurologique qui descend bien sûr par l'arrière, hein, au niveau du tronc cérébral, qui descend jusqu'au plexus solaire. Je vais vous le montrer. Le plexus solaire, il est là, c'est une espèce de boule de nerf là, qui est située à ce niveau-là. Donc,
juste au niveau de l'épigastre, au niveau de l'estomac, sous les poumons, vous avez cette boule, et ce point-là, ce point que je vous montre, c'est en fait c'est l'équivalent du point que représente le plexus solaire. Le plexus solaire, il se déverse à toute la paroi digestive, à toute la paroi abdominale et à toute la paroi thoracique. Et c'est lui qui crée la respiration, enfin, du moins le phénomène de battement du cœur, mais aussi le phénomène de battement des poumons. Et donc, c'est pas qu'il empêche le poumon de respirer ou le cœur de marcher, mais disons qu'il donne cette sensation de respiration ample ou pas. Et donc, ça fait partie des phénomènes très classiques qu'on rencontre avec les somatisations. Je pourrais une prochaine fois aller un peu plus en détail de ces somatisations, je ne voudrais pas être trop long, mais je pourrais vous décrire tous les symptômes, mais il y en a énormément, qu'on répertorie. Et d'ailleurs, pour être très franc, je pense qu'on n'est pas allé au bout de la liste, parce que toute forme de symptôme peut être liée au stress, et on pourra un jour vous expliquer pourquoi je pense que le cerveau peut créer tous les symptômes possibles et imaginables, même ceux qu'on n'a pas encore imaginés. Dans les symptômes du stress, de l'anxiété pathologique, il y a évidemment un symptôme dont je voudrais absolument vous parler, c'est la fatigue, ce qu'on appelle l'asthénie. L'asthénie, c'est-à-dire une fatigue pathologique, une fatigue qui vous abat complètement. Et très souvent, les patients nous disent oui, votre traitement me fatigue, je ne sais pas pourquoi je suis fatigué. Souvent, ils accusent les médicaments, mais c'est une erreur. La fatigue, elle est purement liée à l'anxiété. L'anxiété est épuisante et on ne peut pas considérer que la fatigue qui est induite par ces angoisses est une fatigue qui n'est pas liée à ces angoisses. C'est-à-dire que le processus, c'est j'ai de l'angoisse, mon cerveau travaille, mon cerveau réfléchit, mon cerveau essaie de vaincre ce processus d'anxiété. Et puis quand la crise commence un petit peu à s'estomper, eh bien le relâchement se traduit par une fatigue, comme un peu après une grande balade ou une grande course à pied, vous faites un énorme effort et après vous rentrez chez vous, vous avez tenu pendant le temps de l'effort et puis après vous êtes relâché et donc là c'est un effondrement un peu de vos défenses personnelles et donc vous vous mettez à être extrêmement fatigué, ce qui est un symptôme très très fréquent et presque permanent de l'anxiété et rares sont les fatigues qui fatiguent autant qu'un état anxieux ou bien sûr un état dépressif puisque là les fatigues sont tellement importantes qu'elles peuvent même aller jusqu'à une sorte de paralysie, puisque les gens arrivent à ne plus bouger quand ils sont extrêmement dépressifs. Et puis, vous avez effectivement d'autres symptômes, en particulier les troubles du sommeil. On en a parlé l'autre jour, je vous en dirai sans doute un mot une prochaine fois, mais les troubles du sommeil sont également très fréquents. Vous avez également d'autres symptômes, je vais aller plus vite parce que je vois que le temps passe, l'irritabilité, les troubles de concentration, les troubles du caractère, l'irritabilité et les troubles du caractère, c'est-à-dire je supporte plus, je m'énerve, j'en veux plus. J'imagine qu'actuellement, cette espèce d'interdiction que nous avons de pouvoir faire des choses normales, ça crée du bouillonnement en chacun de nous, de l'insatisfaction, une tension nerveuse qui rend plus difficile le maintien d'une attitude parfaitement normale, parfaitement sereine. Et donc, une certaine forme d'irritabilité est bien habituelle et bien normale, surtout que parfois, quand on est deux ou trois ou quatre, eh bien, cette irritabilité se transmet aux uns et aux autres, bon, et que ça finit par faire beaucoup de tension dans un local assez étroit. Ma dernière patiente d'hier, qui est entrée à la clinique à Saujon, eh bien elle, c'est pas compliqué, elle était avec son mari, pas loin de Saujon, là, près de Rochefort, et puis ses deux filles de 26 et 27 ans sont rentrées à la maison, et puis eh ben, ça s'est pas très bien passé, elle ne supportait plus, ça la rendait extrêmement irritée, et donc elle a fini par préférer venir à la clinique via l'hôpital de La Rochelle parce qu'elle n'en pouvait plus et que même la famille n'en pouvait plus. C'était devenu trop compliqué à gérer. Voilà, donc un petit peu des symptômes. Alors, un dernier symptôme quand même que je voudrais pas oublier, c'est les troubles de concentration. Les troubles de concentration, parce que beaucoup d'entre vous, on pourra en reparler un peu de ces troubles-là une prochaine fois, beaucoup d'entre vous sont très inquiets de la mémoire. Beaucoup d'entre vous disent oui, j'ai pas de mémoire, c'est une catastrophe. Bon.
quand ils sont anxieux, hein, bien sûr. Et bien évidemment, les troubles de concentration sont liés à l'anxiété. L'anxiété fait perdre beaucoup d'attention, beaucoup de capacité de maîtrise de l'information, beaucoup de capacité à rentrer dans une information précise. Donc ne vous inquiétez surtout pas. La concentration est perturbée et ce n'est pas du tout du trouble de la mémoire. Le trouble de la mémoire, un jour je vous expliquerai la différence entre un trouble de concentration et un trouble de mémoire. Ça n'a rien à voir et c'est très facile de savoir si on est dans une catégorie ou dans l'autre. En tout cas, les troubles anxieux s'accompagnent très fréquemment de troubles de concentration et donc ne vous inquiétez pas de ça. Un dernier symptôme pour être voilà, pour faire un peu le tour de tout, c'est bien sûr les troubles alimentaires, hein. Les anxieux sont parfois quand même gênés dans leur alimentation parce que le tracas, la tracasserie permanente les amène souvent à vivre ça d'une manière un petit peu inquiétante. Alors on pourrait parler longuement de la différence entre l'anxiété et la dépression, on pourrait parler des complications liées à l'anxiété, notamment vis-à-vis de la consommation médicamenteuse, d'autres pathologies que sont l'hypochondrie, les obsessions idéatives ou les TOC, etc. On pourrait aussi parler des thérapeutiques, je le ferai sans doute une prochaine fois, notamment des traitements médicamenteux de l'anxiété et des attitudes thérapeutiques. Je pense que si vous le voulez bien, je vous propose de ne pas aller plus loin aujourd'hui, d'en garder un peu sous la main parce que le confinement va durer un moment, un petit peu, je pense encore, je vous dis, hein, au moins un mois et demi, 2 mois, à mon humble avis. Et je pense qu'il faut en garder un peu sous la main et j'ai encore peut-être des choses à vous raconter, mais je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Bon. Par contre, ce que je me permettrai de vous proposer en 2 minutes, c'est de faire une mini-session de relaxation, hein, entre nous, si vous le voulez bien. Très très simple. On va faire une chose extrêmement simple, on va juste apprendre à respirer pour se détendre. Et pour cela, ce que je vous propose, c'est de faire, pour commencer, donc voilà qu'on va faire. On va faire le système de relaxation, respiration en 4 temps. Le premier temps, c'est je vais faire une inspiration pendant 4 secondes. Après, je vais faire une pause, donc je vais bloquer mon inspiration pendant 4 secondes. Après, je vais faire une expiration, c'est-à-dire pendant 4 secondes, très calmement. Et après, je vais faire une pause, pardon, avant de refaire une inspiration, etc. Et toutes les 16 secondes, on va recommencer ce processus. Donc au total, on va faire ça à peu près 8 fois en 2 minutes. Et il faut arriver à maîtriser ce temps. Ce que je vous recommande aussi, c'est d'apprendre à le faire énormément avec l'abdomen. C'est-à-dire que vous allez surtout essayer de contracter l'abdomen et de vous concentrer sur la respiration abdominale. Hein, l'objectif, c'est pas tellement que le poumon respire, mais plutôt que votre abdomen oblige votre cage thoracique à créer ce phénomène de respiration. Plus c'est l'abdomen qui va maîtriser, plus vous allez voir que le cerveau va perdre de son activation et de son emballement. Voilà. Donc, je vous propose qu'on se donne encore 5-6 secondes pour se préparer. Et puis, je vais vous proposer ensuite, si vous le voulez bien, de faire inspiration, pause, respiration, pause, etc. 4 secondes à chaque fois. Et on fait ça pendant 2 minutes. Préparez-vous bien. Inspiration. Pause. Expiration. Pause. Inspiration. Pause. Expiration. Pause. Inspiration. Pause. Expiration. Pause. Inspiration. Pause.
expiration, pause, inspiration, pause, expiration, pause, inspiration, pause, expiration, pause. Voilà un petit exercice que vous pouvez répéter. Je pense même que vous pouvez essayer de le faire 6 secondes par 6 secondes, en bloquant bien votre respiration dans le temps de pause. C'est-à-dire que ce temps de pause ne soit pas un temps où vous faites rien, mais un temps où vous êtes toujours un peu dans l'inspiration, dans l'expiration. Voilà. Voilà un petit peu mes idées. Écoutez, je vous propose de répondre à vos questions, puisque c'est aussi ça l'objectif. Et je tombe là tout de suite là, sur les dernières, en fait. Est-ce qu'il faut être allongé ou assis? Eh bien, écoutez, vraiment, Sophie, les deux sont possibles. Vous pouvez même le faire au volant de votre voiture. Vous êtes sur un feu qui dure 1 minute 30, vous le savez. Eh ben, vous pouvez permettez de le faire 4-5 fois d'affilée, puisque vous venez d'arriver au moment où le feu passait au rouge. Voilà, c'est un peu humoristique, mais vous pouvez vous arrêter en voiture, le faire une pause dans un parking, et puis vous bloquer pendant 5 minutes comme ça. Alors, être allongé, c'est plutôt mieux, c'est vrai, c'est un peu plus facile, mais être assis ne pose pas de problème et vous pouvez vraiment le faire dans cette position. Alors, je ne pense pas que les termes puissent s'ouvrir en juin. Alors là, Gérard, je suis dans l'incapacité de vous répondre. C'est pas du tout impossible aujourd'hui hein, que les termes rouvrent. On est quand même à 2 mois et demi. Il y aura du déconfinement qui se fera sans doute prochainement. Bon, je crois quand même on peut garder un peu espoir, mais je suis d'accord avec vous. On n'a aucune certitude et il faut être très prudent et on ne peut pas, comme le disait le ministre ou le secrétaire d'État au tourisme, aujourd'hui, on ne peut pas malheureusement être dans des certitudes pour les prochains mois. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Alors, Madame Laura, par son ampleur, pensez-vous que la crise de Covid engendre une anxiété particulière parce que c'est la première fois? Alors, est-ce que le Covid entraîne une anxiété particulière? Oui, alors vous savez, ce que je remarque, c'est que finalement, tous ces virus, il y en a eu beaucoup depuis 7 ou 800 ans, et sans doute beaucoup plus encore avant. Il y en a eu beaucoup aussi depuis 30 ans, 20 ou 30 ans, beaucoup, hein, beaucoup. Il y a eu aussi le sida, vous vous souvenez du sida en 80, dans les années 80. Et on s'aperçoit que finalement, ce sont toujours des virus, quand ils sont forts comme ça, qui sont toujours une première. Hein. On est toujours très surpris par la forme du virus, comment ça se passe, pourquoi ça se met en place, pourquoi cette forme-là. C'est très curieux. Et en réalité, c'est toujours une première fois, c'est toujours une anxiété très très importante, parce que là, manifestement, on est devant des inconnus quand même très complexes. On n'a pas le traitement, on n'a pas le vaccin, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas comment la contamination. Bon, voilà, le problème, il est bien clair, c'est que bon, là, le confinement réduit certainement beaucoup la transmission. Voilà. Mais après, quand on déconfinera, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, ce sont des questions qui restent posées, pour lesquelles on n'a pas de réponse absolue. Et puis, enfin, il y a des tas de questions scientifiques, hein, je ne vais pas vous les soulever ici, mais qui font qu'on ne sait pas encore tout sur ce virus, donc on est obligé d'être encore assez prudent dans les réponses qu'on donne. Alors, je n'arrive pas à gérer ma mère qui ne vit pas dans le même département que moi et n'accepte pas le confinement, anxiogène et problème de culpabilité. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en difficulté. Moi, cette semaine, j'ai été appelé par des personnes que je connaissais, j'ai géré des situations par téléphone. Alors, c'est vrai qu'en principe, il faut quand même le savoir, je l'ai dit l'autre jour, il faut quand même que vous pensiez à rémunérer les médecins qui travaillent pour vous, même si c'est par téléphone. J'ai quelques patients, moi, qui m'ont envoyé des chèques par téléphone. Voilà, on leur envoie la feuille de soins derrière. C'est important parce que sinon,
ça décourage un peu quand même le temps passé pour les professionnels de santé, même si il n'y a pas que ça qui compte. Enfin, on a beaucoup moins de patients et on est content de le faire, mais il faut qu'il y ait, je vous le dis en général, hein, je parle pas que pour moi, mais c'est quelque chose qu'on entend et qui frustre beaucoup les médecins parfois. Alors, donc, c'est vrai que il faut absolument que cette personne, votre maman, soit prise en charge. Vous ne pouvez pas gérer, qui plus est à distance, une personne qui est en pleine difficulté psychologique et qui, voilà, vous seriez à côté d'elle, vous ne pourriez pas gérer, ça serait trop compliqué, et vous êtes loin, c'est encore plus compliqué puisque vous n'avez aucun moyen de l'aider. Et puis, elle a certainement besoin à la fois d'être assurée, peut-être d'être prise en charge, et en tout cas, sans doute aussi d'avoir des médicaments. Donc, je vous en supplie, professionnaliser la prise en charge, trouver des gens pour la soigner à côté d'elle. Voilà, si vous avez besoin, nous on peut toujours réfléchir avec vous d'une manière ou d'une autre pour lui proposer quelque chose là où elle est ou chez nous, etc. Enfin, on trouvera des solutions pour soigner votre maman si elle en est vraiment à un stade qui vous inquiète particulièrement. Alors, Cathy, le confinement va-t-il générer des angoisses, du stress différent de la période actuelle? Oui. D'abord, le confinement, c'est vraiment quelque chose de stressant, de différent de ce qu'on peut connaître comme angoisse. On est dans une angoisse qui est différente, indiscutablement. C'est pas la même angoisse que celle qu'on vit d'habitude. Alors, après, le processus d'anxiété en lui-même, il est pareil, mais la motivation, la façon dont ça se met en place, c'est pas du tout pareil. Vous voyez, j'ai une dame que j'ai vue en début de semaine qui est rentrée à la clinique à Saujon. Eh bien, cette dame, elle avait fait une dépression en 86, elle n'avait jamais refait de dépression. Eh bien, cette dame, voilà, son entourage est formel, ils disent que c'est cette période de confinement, tout ce que ça a créé en elle, toutes les inquiétudes que ça a créé, qui a favorisé sa décompensation. Donc, vous voyez, il y a des gens qui réagissent bien, même des gens parfois fragiles, et puis vous avez des gens qui sont pas forcément archi fragiles ou qui n'ont pas fait 70 dépressions dans leur vie, loin de là. Eh bien, ils peuvent aussi malheureusement faire développer un trouble anxieux comme ça qui les gêne considérablement et cette personne a préféré donc être hospitalisée. Gérard, j'ai dû reprendre un peu de médicaments, mais je compte bien sur la cure pour arrêter à nouveau. Bah, écoutez, oui, bien sûr, vous avez raison, absolument. Et je vais parfaitement aller dans votre sens et je pense que ça sera peut-être l'objet d'une prochaine intervention, peut-être même la prochaine. Et je voudrais parler un peu des médicaments, des attitudes thérapeutiques à avoir face à l'angoisse. Parce que l'angoisse, elle est là. À un moment donné, effectivement, quand on est capable de s'automédiquer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, parce que faut savoir quand même se soigner. Hein. Donc, quand on est capable de s'automédiquer, c'est-à-dire quand on connaît bien sa maladie, qu'on sait bien comment on fonctionne, qu'on a l'habitude de prendre des médicaments, on sait qu'on peut prendre un comprimé de plus par jour, que ça pose pas de problème majeur, voire deux dans certains cas. Eh bien, évidemment, je crois il faut considérer qu'il faut traiter l'état, donc s'il y a besoin, on traite. Et deuxièmement, surtout quand on a des difficultés pour avoir accès à un médecin, mais on n'a pas on n'a pas autant de difficultés à accéder au médecin qu'on ne le croit. Hein. Attention quand même, hein, soyez quand même attentifs à ça parce que je vous en dirai un mot juste après. Et deuxièmement, donc, effectivement, je pense que prendre un peu d'anxiolytique durant cette période, qui est une période très particulière, même si elle dure un petit moment, prendre des anxiolytiques dans cette période pour passer la crise et voilà, et passer par-dessus l'épreuve, je suis convaincu que c'est beaucoup mieux que de ne pas en prendre et de ne pas passer l'épreuve, c'est-à-dire de craquer vraiment, de faire une dépression et d'avoir une prise en charge plus lourde. Donc, oui. Et puis, deuxièmement, et là, j'approuve parfaitement ce que vous dites, et ça me permet d'ailleurs de faire part d'une information que certains n'ont peut-être pas. À Saujon, vous savez sans doute pour certains, on fait des sevrages médicamenteux, on est même labellisé par la CNAM, par la Caisse nationale d'assurance maladie, pour les sevrages médicamenteux qu'on fait. On a des résultats tout à fait bons, puisque 40% de nos patients arrêtent leurs médicaments anxiolytiques sur une durée de 6 mois après la cure, et puis 75% les réduisent de moitié. Donc voilà, vous savez que de toutes les façons, si ce cap est un peu difficile, vous avez de toute façon tout à fait intérêt à moyen terme de vous prendre en charge de manière un petit peu plus importante et vous serez amené à vous faire assez rapidement un sevrage. Mais pour ça, vous pourrez de toutes les façons, effectivement, pour ceux qui sont intéressés par la formule, le faire dans le cadre d'une cure thermale, comme on le propose à ce jour. Voilà. Alors, Catherine me dit que je voudrais revenir, pardon, avant de parler de Catherine, je voudrais revenir sur un point qui est important. J'ai vu passer hier soir plusieurs mails de Olivier Véran,
que j'ai d'ailleurs eu au téléphone cette semaine dans le cadre d'une réunion avec les cliniques privées en psychiatrie. Euh, Olivier Véran, donc d'abord, il a beaucoup remercié les cliniques psychiatriques qui étaient très actives actuellement. Et puis, il a donné un certain nombre d'informations, et notamment, il a conscience, et c'est pas le seul, parce qu'il est alerté par la base et par nous, sur le fait qu'on est très surpris, les médecins, nous, dans l'ensemble, d'avoir quand même beaucoup de gens qui décommandent leur consultation. Alors, c'est pas que les psychiatres, hein, par exemple, j'ai vu que la moitié des AVC habituels ne venaient pas. C'est-à-dire que sur un mois de mars 2019, 2018, 2017, vous avez par exemple, je vais dire n'importe quoi, à Royan, vous avez peut-être 100 AVC, et ben là, vous n'en avez plus que 50. Infarctus du myocarde, pareil. Là, vous en avez 50, on n'a plus que 25. Donc, ça veut dire que les gens n'osent plus aller voir le médecin, n'osent plus sortir à l'hôpital. Alors, je sais qu'il peut y avoir une appréhension par rapport au risque d'attraper la maladie en allant dans une structure de soins. Je sais aussi qu'il y a des consignes assez strictes sur le fait de ne pas se déplacer et d'encourager la téléconsultation, qui est quand même pas la même chose que et puis l'accès n'est pas toujours si simple que ça. Et puis, je sais aussi que d'autres ont évidemment peur de déranger, hein, pensant qu'il faut. C'est pas tout à fait juste tout ça, puisque les médecins sont là pour consulter, la médecine doit continuer à se mettre en place, le Covid ne doit pas cacher les autres trains qui sont nombreux et qui font que les gens vont pas toujours bien, et les maladies chroniques, voire les maladies subaiguës, c'est-à-dire subchroniques, c'est-à-dire les maladies qui n'ont pas un caractère extrêmement intensif et qui ne justifient pas une prise en charge absolument immédiate, doivent aussi être prises en charge. Parce que si on retarde des interventions sur des cancers du sein ou sur, je ne sais pas, des maladies X ou Y, mais pour lesquelles l'intervention est nécessaire, d'abord, après, on va avoir quand même un temps d'accès aux chirurgiens qui va être important, puisqu'on aura pris du retard. Donc, voilà, ça sera difficile de trouver de la place pour tout le monde en même temps. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas quand même de raison que les choses n'avancent pas quand moi, je vois par exemple à la clinique de Royan, je suis en contact avec eux, bah, eux, ils n'ont pas d'intervention actuellement, très peu, voilà, que des interventions extrêmement sévères. Alors c'est vrai, c'est un petit peu la stratégie politique demandée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, mais c'est aussi, si vous voulez, cette situation où les gens n'osent plus demander de prise en charge à des hospitaliers ou à des médecins. Comment gérer, Catherine, les critiques permanentes des autres et des donneurs de leçons? Je ne sais pas à qui vous pensez, et c'est donc un peu plus difficile de vous répondre, et de quelles critiques il s'agit. Alors, si ce sont des critiques sur notre mode de vie, notre fonction d'être, en tout cas, bon, aujourd'hui, nous sommes bien obligés de répondre aux exigences de la loi qui nous oblige à rester chez nous. Après, les donneurs de leçons, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y en a quelques-uns qui sont effectivement très souvent à la télévision pour nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'ils le font, loin de là. Donc, il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Mais ce que je voudrais aussi, c'est que dans cette période extrêmement dure pour tout le monde, à tous les niveaux, il faut quand même comprendre qu'il y a à peu près autant d'avis qu'il y a d'individus sur ce qu'on aurait dû faire, sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'il aurait fallu faire, sur ce qu'on aurait pu faire. C'est quand même très compliqué d'avoir un avis tranché. Ce matin, j'avais une réunion avec la Fédération de l'hospitalisation privée. Bon, j'y ai participé et on a chacun donné son avis sur la question du confinement pour les gens qui venaient de l'extérieur. Donc, on se demandait s'il fallait que ces personnes de l'extérieur qu'on ne connaissait pas bien, pour lesquelles on n'était pas sûr qu'ils n'avaient pas été en contact dans les 15 derniers jours avec un patient Covid, eh bien, on voulait savoir ce qu'on faisait de ces patients. Et là, il y a eu absolument, on était peut-être 30 ou 25 ou 30 dans ce Zoom, eh bien, dans ce Zoom, il y a eu à peu près 25 avis différents. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que chacun avait son point de vue. Il y en a qui étaient pour le confinement total, d'autres qui étaient pour l'absence de confinement, en disant que c'était pas humain, d'autres qui étaient pour un confinement partiel, mais c'était avec des infirmières ou avec, voilà, avec des masques. Et chacun avait sa version. Et voilà. Après, on a tendu quand même vers un consensus. Mais vous voyez, c'est très compliqué aujourd'hui de considérer qu'une parole est la bonne. Hein. Vraiment, je crois qu'il faut beaucoup se méfier de ces gens
qui nous font des leçons et qui nous font comprendre que si ça avait été eux qui étaient présidents ou qui, voilà, qui décidaient, eh bien évidemment, il n'y aurait aucun problème. Voilà, l'ennemi, il est absolument invisible et on peut évidemment pas le gérer. Ah, alors Martine, elle a des TOC qui augmentent. Alors Martine, la seule chose que je puisse vous conseiller de faire, mais je ne sais pas si c'est possible parce que la maladie, quand elle prend le dessus, c'est effectivement plus difficile. Mais la seule chose que je vais vous conseiller de faire qui est très important, c'est d'essayer de vous concentrer sur des choses précises, hein. D'abord, de vous rassurer, hein. Il y a, il y a pas de raison. Alors, sur la maladie, il n'y a pas de raison de l'avoir. Dans la mesure où vous êtes confiné, vous risquez rien ou quasiment rien. Enfin, le risque est incroyablement faible. Vous savez qu'en Italie, on a fait un sondage statistique qui montre qu'à peu près 1,6% de la population italienne est contaminée. Vous voyez, c'est quand même très peu de personnes qui sont contaminées. Le problème, c'est que ça veut dire que le confinement va durer. C'est ça le problème. C'est la durée du confinement qui pose problème. Mais sur la contamination, elle est faible. Elle est faible et donc pas d'inquiétude à avoir sur la maladie. Si le problème pour vous, c'est le confinement, effectivement, il faut essayer de trouver des moyens de ne pas rester trop isolé, de ne pas rester trop tourné vers vous et vos angoisses. Votre cerveau doit pas prendre la commande. C'est pas vos peurs qui doivent vous commander. Il faut absolument arriver à ce que vous trouviez de la liberté, que vous arrivez à trouver de l'activité, de l'action, de la concentration. Ça, c'est fondamental. Et si vous y arrivez, vous allez petit à petit vaincre vos obsessions et vos craintes. Je ne peux pas répondre plus parce que je ne vous connais pas, mais si ça vous gêne, allez voir un médecin, allez voir un psychiatre de préférence. Voilà, il y aura sans doute des traitements à vous proposer. Et puis voilà, et puis si ça devient trop gênant, de toutes les façons, après, il faut envisager des formules d'hospitalisation si c'est vraiment nécessaire, hein. Dès lors que le niveau de pathologie ou le niveau de handicap, hein, surtout, est fort et trop fort, je vous en conjure, ne restez pas seul parce que il y a un cercle vicieux dans la maladie, hein, qu'on connaît bien, hein. Plus on est mal et plus on s'inquiète de sa santé et plus on se sent moins bien, etc. Donc, il ne faut pas rentrer dans ces cercles vicieux sans aide, hein. Donc, à un moment donné, si vous avez le sentiment que ce cercle vicieux est vraiment trop difficile à supporter, vraiment, n'hésitez pas, demandez de l'aide. Je vous assure que voilà. Alors Delphine, elle me dit qu'elle est très désolée, que sa cure débutait fin avril et qu'elle a des grosses crises d'angoisse. Je vous réponds la même chose, Delphine, sur les crises d'angoisse. Faites-vous soigner, faites-vous aider, vraiment. Et puis prenez votre traitement un peu plus fort si il vous fait un peu. Voilà, ça, je crois qu'il faut vraiment ne pas vous laisser, ne pas oublier ça. Alors Olympe, qu'est-ce qu'elle me dit Olympe? Comment gérer l'anxiété durant le confinement? Ben là, j'ai un petit peu dit les choses, hein, à savoir consultation, alors réassurance, relaxation, pensée positive, concentration absolument sur un film, des activités, des coups de téléphone, la présence de gens, etc. Essayez de sortir un petit peu dans votre jardin si vous en avez un, parler avec le voisin, enfin voilà, essayez de faire votre heure d'activité extérieure. Il faut vraiment que votre journée soit rythmée, hein, voilà, que vous ayez une espèce de presque une rigidité dans l'action, dans la concentration, qui est absolument nécessaire. Je, Annick, il faut aller voir les médecins traitants ne se protègent contre le Covid. Ils se protègent contre le Covid. Oui. Alors, les médecins, oui, bien sûr, se protègent contre le Covid. Oui, bien sûr. Ben, maintenant, on a des masques. On a effectivement des chats. On commence à être à peu près normalement équipé. Donc oui, de ce côté-là, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment voir vos médecins. N'hésitez pas à y aller si c'est plus simple pour vous que de faire de la téléconsultation ou si vous avez le sentiment que voilà, moi je trouve qu'en psychiatrie, bon, le contact humain, c'est quand même si on a la vidéo qui est bien, hein, c'est quand même un petit peu plus facile, un petit peu plus sécurisant. Alors, Cathy, qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis suivi pour fibromyalgie au terme de Sojon. Savez-vous comment va se faire la reprise? Et si vous pensez un jour pour faire des soins debout pour les rhumatismes? Ah bah, c'est une question qui m'intéresse parce que
on s'interroge sur cette question, justement. Alors, vous savez qu'à ce jour, maintenant, on fait des soins debout, hein. Enfin, c'est pas des soins debout, c'est des cataplasmes. Enfin, c'est pareil, hein, c'est quasiment la même chose. Donc, on fait des cataplasmes, mais on a des sessions rhumatologie dans le cadre de nos cures thermales. Donc, effectivement, vous pouvez avoir accès à ces sessions de manière hebdomadaire. Alors, comment va se faire la reprise? Eh bien, écoutez, je ne sais pas très bien parce qu'il y a deux hypothèses. Une hypothèse, c'est que la reprise se fasse, voilà, un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, de manière totale, ou alors qu'elle se fasse sous conditions. Alors, ça pourrait être, par exemple, des conditions euh, de géographie. Par exemple, les gens qui ont été dans une zone très infectée pourraient peut-être ne pas pouvoir faire des cures thermales. C'est une hypothèse, hein, j'en sais rien du tout. Ou des personnes âgées de plus de 75 ou 80 ans pourraient ne pas faire de cure thermale. Voilà, il pourrait y avoir des contraintes un petit peu de ce type-là. Mais la date, par contre, je ne l'ai pas. Je dirais qu'aujourd'hui, dans le meilleur des cas, je pense qu'on est quand même sur début juin, hein, je pense. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il faut le reconnaître, c'est pas sûr. Et on va être obligé d'attendre encore un peu. Alors Michel nous dit qu'elle ne pense plus aux personnes qui ne comprennent pas je ne pense plus aux personnes qui ne comprennent pas nos crises d'angoisse. Eh bien, oui, bah, les gens qui ne comprennent pas les crises d'angoisse, il y en a toujours eu. Moi, j'ai des patients qui me disent souvent, ah, vous savez, docteur, j'aurais bien aimé avoir une fracture. Moi, une fracture, ça se verrait. Et je peux vous dire qu'une fracture, je serais plus plein que voilà qu'avec ma crise d'angoisse parce que je passe pour un faible ou pour quelqu'un de qui se laisse un petit peu aller, qui n'a pas de courage, pas de volonté ou qui est un petit peu comédien. Évidemment, ça se voit pas. C'est vrai, l'anxiété, ça ne se voit pas. C'est vraiment pas du tout descriptible pour les gens extérieurs. Ceux qui l'ont pas connu des états comme ça ne peuvent pas comprendre. Hein, ça leur paraît invraisemblable. Et donc, il y a une incompréhension fréquente hein, autour de soi. Pas par tout le monde, hein. Il y a toujours des gens qui, autour de vous, en principe, connaissent ce genre d'état et qui sont dans une extrême une grande écoute et une grande attention. Donc, il ne faut pas voir ceux qui n'écoutent pas, qui sont incapables de comprendre. Il faut s'intéresser à ceux qui sont capables de le faire. Alors, Anne-Sophie, elle nous dit qu'elle est sous myocérine depuis juin à des doses très basses, à 15 mg. Elle voudrait diminuer, mais là, j'ai du mal, effectivement. Comment faire? Je suis suivi, mais là, je m'en passe. Je gère comme je peux, etc. Oui, je pense qu'il faut garder votre traitement, hein. Il n'est pas question de réduire actuellement. On ne s'amuse pas à s'affronter à deux problèmes en même temps. Je pense qu'il faut vraiment, de manière générale, il faut faire attention à pas cumuler les difficultés, hein. Une difficulté, si le Covid vous fait rien du tout, ça vous pose aucun problème, bon, ben, vous pouvez éventuellement essayer de tenter de le réduire. Mais si ça vous fait quelque chose, ne prenez aucun risque, gardez votre traitement. Il vaut mieux le garder, voire l'augmenter un peu si nécessaire, plutôt que de le baisser et d'être moins bien dans quelques temps. C'est un risque que je ne prendrai pas à votre place. Sophie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous parliez tout à l'heure du plexus. Le soin dans l'eau sur le plexus faisait beaucoup de bien. On est parfaitement d'accord, ainsi que tous les autres soins, même si je n'ai pu que recevoir ces soins pendant une semaine. J'espère du fond du cœur pouvoir jusqu'au bout, etc. Oui, ben merci de votre remarque, Sophie. Tout à fait d'accord avec vous. Les soins abdominaux sont extrêmement bons sur le plexus. Cette détente du plexus que vous avez dans la douche en particulier ou dans la baignoire avec le positionnement des pommeaux de douche comme ça sur cette zone un peu large hein, du plexus et de l'abdomen, voire un petit peu du thorax, mais surtout l'abdomen, ça détend énormément. Parce que si vous voulez, ce sont des informations, si vous voulez, qui contredisent l'information descendante du cerveau vers le plexus qui décharge de l'anxiété, hein, du stress, de l'inquiétude. Ça décharge ça dans le plexus. Le plexus inonde le corps, et notamment l'abdomen, de peur et d'inquiétude. Et en retour, quand vous avez la douche qui arrive, qui détend cet abdomen, qui renvoie des informations nerveuses calmantes vers le plexus solaire qui remonte vers le cerveau, et bien évidemment, votre cerveau se calme, se détend, et c'est comme ça que vous allez beaucoup mieux après les soins, surtout quand ils sont répétés. Et vous avez parfaitement raison de dire que c'est tout à fait efficace là-dessus. Alors Delphine, elle prend 4 comprimés de Seresta 10 mg. Est-ce qu'elle peut augmenter la dose? Oui, vous pouvez augmenter la dose, je dirais jusqu'à 6 par jour. Voilà, vous passez à 5 et 6 si besoin. Hein.
Alors non, Anne-Sophie, ça ne me fait rien, j'ai pas peur, mais bon, je commence à m'inquiéter de la durée, j'ai peur de ne pas pouvoir arrêter. Oui, oui, non, on verra après. Franchement, on verra après. Vous tracassez pas. Je vous assure, c'est pas la question qu'il faut se poser pour le moment. Il faut aller voir son médecin traitant. Ils font tous très attention et mettre des sécurités, bien sûr. Donc, je crois savoir que c'est un petit peu la fin du moment. Je retrouve Martine qui me dit qu'elle fait, je fais ou non mes compulsions, mais pas la force de lutter contre la compulsion. C'est pratiquement impossible et j'ai peur de m'enfoncer. Voyez, voyez avec votre médecin. Ne soyez pas seul. C'est absolument interdit. Euh, alors, ma mère vit sur Antibes. Quel médecin pourriez-vous me conseiller afin qu'elle stabilise? Je connais pas de médecin sur Antibes, sur Nice. Je connais un professeur, mais j'ai peur qu'il soit pas très disponible. Il y a le chef de service de Nice qui est en psychiatrie, qui s'appelle le professeur. J'ai plus son nom en tête, je suis désolé. Pourtant, je le connais, mais je l'ai plus en tête. Vous trouverez un médecin, vous inquiétez pas. Et je termine par France Dépression Occitanie, qui nous connaît bien et qu'on connaît bien. France Dépression, ce sont des gens que je connais parce que j'ai travaillé à Sainte-Anne, qui est la maison maîtresse de France Dépression, et je suis comment dire, un grand ami, puis un élève, et puis voilà, je suis dans l'école de Sainte-Anne, donc je suis content de pouvoir dire un mot qui, France Occitanie, nous rappelle que pour la région Occitanie, elle assure un appel par téléphone ou par SMS de 10h à 18h30 au 06 37 26 03 16. Je répète 06 37 26 03 16 pour France Occitanie. Alors, je voudrais terminer maintenant en vous disant d'abord un grand merci pour votre fidélité, un grand merci pour vos questions, un grand merci pour votre enthousiasme et vos envois et vos courriers. Je voudrais vous dire que donc la semaine prochaine, on continuera à être sur des thématiques comme ça, un peu générales et en même temps un peu plus précises, peut-être les médicaments, peut-être la dépression, peut-être d'autres symptômes, etc. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que je vous propose deux choses. La première, c'est d'alimenter notre site à partir de choses que vous aimez faire. J'aimerais que vous fassiez des choses dans votre semaine, tantôt des dessins, tantôt des conseils, tantôt de la lecture, enfin, ou des poèmes, ou des choses comme ça que vous pourriez nous faire passer, nous transmettre. Les bouquets de fleurs, évidemment, peut-être du tissu, voilà, que vous pourriez photographier. Envoyez-nous quelque chose qui corresponde à des activités que vous avez, des activités artistiques, des activités intellectuelles que vous avez, que vous pouvez nous envoyer. On essaiera ensuite, voilà, dans quelques secondes, quelques minutes, peut-être de mettre en valeur un certain nombre d'entre vous voilà, pour donner un exemple positif de votre activité. Et puis, de toutes les façons, sur Facebook, il y aura de la vie et ça va alimenter aussi vos échanges sur Facebook. Et puis, je crois que demain, Astrid, qui alimente le réseau Facebook, elle va aussi vous envoyer une information parce qu'elle voudrait déclencher un Facebook tourné vers la lecture. Hein, et elle aimerait que chacun d'entre vous, enfin tous ceux qui sont intéressés, fasse des conseils sur des lectures, alors des conseils sur des livres, des conseils sur des auteurs, des conseils sur des résumés, des synthèses, des informations qui pourraient nous aider aussi à nous occuper utilement, efficacement, de manière intelligente durant cette longue période. On pourra peut-être d'ailleurs faire la même chose aussi sur la cinémathèque ou autre. Enfin, on verra si d'autres thématiques. En tout cas, voilà. Donc, envoyez-nous toutes vos œuvres, toutes vos actions qui ont un intérêt, vos poésies, trouver des belles phrases qui pourraient être citées, par exemple, lors d'une prochaine réunion qui alimentera un peu nos blogs. Et puis, je pense que très rapidement, Astrid va vous mettre en lien pour tenter de lancer un groupe de lecture de livres sur Facebook Live. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre attention, pour votre confiance, votre amitié aussi. Hein, et je tiens vraiment à vous dire que nous pensons beaucoup, beaucoup à vous et à vous dire que nous vous avons tous dans nos pensées au quotidien. Voilà, vos messages nous encouragent. Parce que c'est vrai aussi hein, que pour nous, c'est pas drôle. Hein, je parle pas de la maladie, hein, je parle
de cette incapacité d'action, cette incapacité de pouvoir être avec vous, de pouvoir vous traiter, de pouvoir vous offrir ces soins que vous appréciez. C'est pénible, c'est douloureux parce que c'est notre métier, c'est notre vie, c'est ce qui nous fait vivre. Et puis c'est difficile parce qu'on sait que pour vous, c'est également très difficile à supporter, très longue. Et voilà, donc on maintient un lien, ne vous inquiétez pas, au quotidien et en particulier ce jeudi et le mardi et peut-être maintenant le vendredi, peut-être plus encore après. Voilà, écoutez, merci encore de votre confiance, à bientôt et en tout cas pour moi jeudi prochain 17h. Au revoir.